Merci beaucoup de me donner cette opportunité de présenter un peu mon parcours et surtout ce que nous sommes en train de faire à la Moued, qui est un laboratoire de recherche qui a débuté en 2011. Mais si vous permettez, je pourrais peut-être commencer par parler un peu plus en général de l'ENIT, parce que pour moi, l'ENIT n'est pas uniquement le laboratoire La Moued, c'est quand même, l'ENIT est toute une tranche de ma vie. Et puisque vous m'avez demandé de présenter un peu mon parcours académique, que je suis inicien, donc vous me ramenez un tout petit peu très loin de presque un demi-siècle moins 5, quoi. Parce que je suis venu ici pour la première fois à l'ENIT, je l'ai découverte en 1973, donc exactement 45 ans de ça, lorsque Feu Simurtar Latiri nous avait invités pour une journée de porte ouverte pour nous faire découvrir aux bacheliers du collège Sadiki ce qu'est l'ENIT, et c'était comme ça que l'aventure avait commencé. Donc pour moi, l'ENIT, si vous voulez, c'est cette tranche de vie, c'est le plus gros de ma vie, et peu sont, je suis sur les journées où je ne suis pas passé à l'ENIT, si je suis bien sûr à Tunis. Donc, pour moi, l'ENIT, si je peux l'illustrer, quoi, me vient à l'idée des tableaux de peinture, parce que j'aime beaucoup la peinture, et c'est des métaphores, si vous permettez. Hein. Donc, pour moi, l'ENIT, c'est un peu le semeur de Van Gogh. Ce sublime tableau qui est dans les couleurs également, beaucoup de bleu, la couleur de l'ENIT, quoi. Et cette terre immense, pour moi, c'est l'ENIT, et ce semeur qui est en train de semer des graines, les graines du futur, ces étudiants dont je suis une graine qui est passée, quoi. Ce semeur, c'est cette terre, c'est pour moi, c'est l'ENIT, ce tableau, cette métaphore, pour moi, cette terre nourrissante en quelque sorte. L'ENIT, c'est également un autre tableau qui vient comme ça, qui me vient à l'idée, c'est la mère qui allaite son bébé de Pablo Picasso, un sublime tableau également. Et l'ENIT réellement m'a allaité, il m'a donné les premiers, en quelque sorte, les premières armes pour pouvoir commencer ma vie scientifique et culturelle et également technique et technologique. Ça me vient également à l'idée un autre tableau de Van Gogh qui est extraordinaire, que j'aime beaucoup, une série de Les Tournesols de Van Gogh, et ça représente l'éclosion. Parce que pour moi, l'ENIT était réellement un vecteur d'éclosion, d'épanouissement. Cette éclosion a commencé par exemple quand j'étais réellement dans les premières années. L'un de mes stages que j'ai fait, c'était un stage en Iran. C'était en 1975, avant la révolution de Khomeini. Donc c'était ce stage m'a permis de faire en quelque sorte la route de Katmandou, le chemin de Katmandou, le fameux film d'André Kayat des années 70, et j'ai fait en partie cette route, ce chemin. Ce film était un film culte avec Serge Gainsbourg et également sa femme Jane Birkin. Donc, j'ai fait Tunis, Istanbul par avion, et c'était l'ENIT qui avait payé le stage dans le cadre de l'ISTE, qui jusqu'à maintenant gère les stages à l'étranger, et donc ça a commencé depuis
début des années 70, et le secrétaire général de l'ENIT a toujours été le secrétaire général de l'AISTI jusqu'à maintenant. Donc cette association m'avait permis de faire ce chemin-là, et d'Istanbul j'ai pris le train via Ankara jusqu'à Téhéran, et j'ai traversé toute la Turquie, puis la moitié. Et une fois le stage terminé, on avait continué jusqu'à Meshad, puis l'Afghanistan, Herat, Kandahar, et puis le Pakistan, et puis Quetta, Karachi, et ainsi. Et après, on était rentré par le sud de l'Iran, et tout ça, c'était l'ENIT qui me l'avait permis. Également en 77, lors d'un autre stage à Varsovie, ça m'avait permis de continuer jusqu'au Cap Nord, Kautokeino. Tout ça, c'était l'ENIT. L'ENIT également, pour moi, elle m'a permis de m'éclore également dans un autre domaine qui est vraiment personnel, c'est le cheval, quoi. C'est l'équitation. Depuis 1973, j'ai commencé à m'initier à monter à cheval, puis à sauter, puis à faire ce sport jusqu'à maintenant. Quand j'étais devenu un peu plus âgé, c'est les courses d'endurance que j'ai effectuées. Maintenant, je suis le responsable de ce club d'équitation de l'ENIT avec d'autres collègues, et les étudiants jusqu'à maintenant continuent à apprendre à monter. C'est le seul club d'équitation dans toutes les universités tunisiennes, et qui permet aux étudiants de pratiquer ce sport qui, à tort, on dit qu'il est d'élite, mais lorsqu'on est étudiant, on a la possibilité d'avoir des aides de la Fédération nationale des sports équestres, dont je suis le vice-président. Donc, d'aider les étudiants et les élèves à pratiquer ce sport sans aucun problème. Donc, vous voyez que pour moi, l'ENIT, c'est beaucoup, beaucoup plus que le fait d'être directeur d'un laboratoire de recherche. Elle représente réellement plus qu'une tranche de ma vie. Je peux dire qu'elle représente en quelque sorte une grande partie de ma vie. Ça, c'est académiquement maintenant, après l'ENIT. J'ai fait donc du génie chimique industriel à l'ENIT, et en 1979 je suis parti à Lyon, l'université Claude Bernard, pour faire un DEA en synthèse organique, en chimie, et après un doctorat ingénieur en chimie. J'étais recruté déjà à l'ENIT depuis 1979 comme ingénieur, et j'ai préparé mon DEA et ma thèse en tant qu'ingénieur, et j'enseignais en même temps. Donc hier, pendant la fête de l'ENIT, il y avait un de mes anciens étudiants qui était parti justement à la retraite déjà. C'était Kamel Benamara, que j'ai eu en 79 quand j'ai réellement débuté, et il est parti maintenant à la retraite. Donc vous voyez bien ce que c'est que l'ENIT pour ma vie. Donc après ma thèse de docteur ingénieur en chimie de Lyon, j'ai préparé un doctorat d'État en sciences physiques en chimie à la faculté des sciences de Tunis, parce que dans les années fin des années 80 dans les années 80, il n'y avait pas encore de thèse d'État à l'ENIT. L'ENIT n'était pas habilité à délivrer des thèses d'État. Ce n'est que après, dans les années 90, qu'elle a eu cette habilitation. Donc, j'ai fait ma thèse d'État à la faculté des sciences de Tunis. J'ai occupé
des responsabilités de directeur de département. J'ai été membre pendant plusieurs années du conseil scientifique de l'ENIT. J'étais l'initiateur et le premier directeur de l'école doctorale de l'ENIT également dans le début des années 2000. J'étais membre du conseil de l'université, 2 mandats également. Ça, c'est un peu mes 45 ans d'existence ici à l'ENIT. J'y viens presque tous les jours le matin et je la quitte le soir presque quand je ne suis pas. La MOED, déjà l'acronyme, la MOED, rappelle un peu le terme arabe Mawed, parce que notre laboratoire, la MOED, avec l'acronyme LMOED, la MOED, laboratoire de matériaux, le M c'est matériaux, énergie pour le E, optimisation et optimisation pour la durabilité. Ensemble, ça fait ce joli jeu de mots, la MOED ou la MOED. Ça a commencé en 2011 et il a été constitué par la fusion de 3 unités de recherche. Avant, la recherche était structurée, même maintenant, elle est structurée en soit unité de recherche ou laboratoire de recherche. Dans les années 90, c'était surtout des unités de recherche, beaucoup d'unités de recherche, parce que c'est moins exigeant en nombre de chercheurs et les moyens étaient moindres également, et en laboratoire, mais les laboratoires étaient beaucoup plus gros que les unités. Donc on était 2 unités de recherche, plus une équipe. L'une, c'était là où je travaillais, c'était l'unité URSAM, elle s'appelait unité de recherche en synthèse et analyse des matériaux. Et la deuxième, c'était une unité de recherche sur l'énergie solaire, les systèmes solaires, qui était dirigée par Madame Nedia Harab, avec comme premier chercheur avec elle, Si Chihebouden. Et la troisième, c'était une équipe du génie civil qui travaillait sur les problèmes d'optimisation et sur la modélisation des comportements mécaniques des matériaux. Nous nous sommes unis et nous avons créé une synergie entre ces 3 équipes et nous avons déposé une demande pour devenir un laboratoire qui a été accepté en 2011 et qui a été reconduit en 2016. Donc c'est un laboratoire où essentiellement on travaille dans le cadre du développement durable. C'est là où le D intervient, la durabilité. Dans l'équipe que je dirige et qui s'occupe de l'élaboration, la fabrication des matériaux et leur caractérisation, nous travaillons sur les matières plastiques d'une manière générale, les polymères, mais il faut que ce soit des polymères biodégradables pour que nous puissions travailler dans ce cadre de durabilité. Donc, nous prenons des polymères tels que, un terme barbare, tel que le polyhydroxybutyrate et valérate, par exemple, qui est un polymère biodégradable, et nous essayons de le renforcer avec des fibres pour faire des matériaux qu'on appelle matériaux composites, dont les propriétés seront une synergie des propriétés du renfort et de la matrice. Et ce nouveau matériau est biodégradable aussi. Donc, c'est pour remplacer les matériaux composites non biodégradables qui sont très très utilisés
telles que les résines renforcées par des fibres de verre, par des fibres de carbone, et qu'on ne peut pas recycler, qu'on ne peut rien faire avec. Donc, alors que ces matériaux biodégradables, ils ont des propriétés mécaniques, on essaie de les améliorer au maximum pour qu'elles soient à peu près pareilles que les non biodégradables, et ils sont beaucoup plus environnementaux.